Bonjour tout le monde. Voilà. Je suis très contente de vous voir, je suis contente que vous soyez là et on va passer 1 heure ensemble. Je suis auteure et illustratrice et je vais tenter de vous faire voyager un peu dans mon travail, dans ma façon de travailler, l'inspiration. Ça ne sera pas tout à fait linéaire, mais voilà. C'est ce que j'aime dans les présentations, c'est cette merveilleuse possibilité de partager. Je pense que je fais des livres pour enfants, c'est parce que j'ai envie de partager des expériences. Je n'ai pas de leçons à donner, j'ai pas de morale à donner, j'ai pas de pédagogie à proposer. Je sais que petite fille, j'aimais énormément les histoires. Et en fait, je suis née malentendante, je suis appareillée des deux côtés. J'ai eu des appareils à partir de l'âge de 6 ans. Donc entre 0 et 1 an, mon audition, il était très flou. Je ne suis pas sourde, je suis juste malentendante. Comme les gens qui ont des problèmes aux yeux, ils portent des lunettes et ils voient un peu plus clair. Moi, je porte des appareils, j'entends un peu plus clair. C'est pas parfait, mais je m'en sors plutôt bien. J'ai eu 7 ans d'orthophonie, 2 fois par semaine, le lundi après l'école, et le vendredi aussi. Donc la langue n'a pas été une chose aisée, l'école a été extrêmement difficile, et Dieu merci, il y avait des histoires. Je pense que c'est l'endroit où je me sentais le plus en sécurité. J'ai un père qui est anglais, donc on parlait anglais à la maison, français à l'école, ma mère est suédoise, donc c'était un peu beaucoup de choses en même temps à gérer. Et heureusement pour moi, ma mère savait que la littérature est extrêmement importante. Alors quand je dis littérature, c'est pas avoir des livres pour apprendre à lire. C'était pas pour essayer d'avoir des analyses, mais de s'en ressentir. Alors pour moi, la littérature jeunesse, c'est une chance, une porte, une clé, une fenêtre pour l'empathie, la compassion, la compréhension. Et donc ça fait 23 ans que je fais des livres pour enfants. J'en ai fait à peu près une 40aine. J'ai écrit 23, 24, par là. Et à l'école, c'était difficile. Donc, quand j'ai eu 15 ans, je suis partie dans une école d'art, parce qu'on m'a gentiment dit que j'étais pas apte à la scolarité, j'étais pas apte à l'université. Donc, j'ai pensé que j'étais idiote. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais me concentrer sur le dessin. Je me suis dit que peut-être que dans ce monde-là, il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas d'orthographe, il n'y a pas de conjugaison. Et je pouvais expérimenter les émotions. Donc voilà, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous présenter un livre qui s'appelle Mère Méduse. J'ai 2 garçons. J'ai un garçon de 18 ans et un de 20 ans. Et tous les deux me disent que je ne suis pas une mère méduse. Et moi, je dis à ma mère que c'était pas une mère méduse, mais j'étais complètement fascinée par ce lien. Qu'est-ce que c'est d'être une mère? Qu'est-ce que c'est d'avoir une mère un peu étrange, un peu barrée, un peu marginale? Donc je vais vous en parler. Je vais aussi vous balader dans la science, parce que les méduses m'intéressent beaucoup. Et je vais vous balader dans la mythologie grecque, Médusa, Méduse. Et puis, voilà. Dans un premier temps, je veux juste vous partager les images. Je me suis rendu compte que, après 20 ans plus ou moins de carrière, c'est que les gens, ils lisent avec leur propre histoire. Ils projettent leur propre histoire. Donc, on a beau essayer de faire, je sais pas, un livre drôle, ou un livre triste, ou un livre étrange, la personne vous renvoie sa propre histoire. Je pense que c'est une histoire de cette chose qu'on a l'habitude de faire et qui fait beaucoup de mal, qui est de juger. Parce que chaque personne est unique, chaque histoire est unique.
on met parfois des étiquettes sur voilà, telle pathologie, ou tel problème, ou tel syndrome, mais c'est juste une étiquette. Donc chaque enfant a sa propre traversée. Alors, je vais juste vous montrer les images de celui qui s'appelle Mère Méduse. Je vous laisse imaginer le texte, et après, si vous avez envie, ben, vous pouvez lire les livres. Là-dessus. Voilà, donc ça c'était la traversée du livre Mère Méduse. Et je vais un peu vous parler de processus de travail. Voici un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle David Shingley, c'est un Écossais. Et lui, il parle la façon dont il travaille, c'est que pour lui, ce qui est la chose la plus intéressante, c'est pas le résultat, mais c'est le chemin pour y arriver. C'est le processus. Quand je travaille avec des enfants, je fais énormément d'ateliers. Ça fait 20 ans que je vais dans les classes, je fais des ateliers pour les adultes aussi, pour des gens qui ne savent pas dessiner. Et je leur dis bien que c'est pas le résultat qui compte. On est dans une société où on demande d'avoir très régulièrement le résultat, mais je trouve que c'est beaucoup plus simple de travailler sur la façon dont on y arrive, comment on y arrive, pourquoi on y arrive. Et donc, en fait, quand j'écris une histoire, je ne sais jamais où je vais. Et je ne connais pas la fin de l'histoire. Peut-être le fait que j'ai énormément lu, j'ai énormément observé, j'ai énormément regardé. Et le moment où je me mets à travailler, les choses se mettent en place. J'ai la sensation, des fois, que c'est comme un puzzle. Il y a une pièce qui se met, il y a une deuxième pièce qui s'emboîte, une troisième, une quatrième, une cinquième, et puis
je vois enfin tout le portrait, tout le paysage. En 2010, j'ai reçu un prix assez colossal, qui est le prix Astrid Lindgren Memory Awards. Et j'ai dû voyager pendant 2 ans pour parler de la littérature. J'en étais très contente dans le sens que c'est quelque chose qui me passionne immensement. Je trouve que dans chaque classe, à partir de la crèche jusqu'à 18 ans, on devrait commencer les classes par une lecture sans demander qu'on fasse un exercice, un travail pédagogique, si on a compris, si on n'a pas compris. J'aime beaucoup ce chemin où on voit l'enfant qui arrive en classe finalement. Est-ce que ça s'est bien passé au lever ou pas? Est-ce que les parents ça va? Mais de pouvoir se poser ensemble un moment, de démarrer d'emblée dans la journée. Et je trouve que ça permet d'avoir énormément d'histoires à portée de main. Je crois aussi à la compréhension, à l'écoute de la peau. C'est-à-dire qu'on pense que tout passe par le cerveau, mais il y a des tas d'autres choses qui se mettent en place. Si vous vous intéressez un peu aux sciences, c'est absolument passionnant. Les choses ne sont pas aussi linéaires, ne sont pas aussi carrées. Donc après ces 2 ans, j'étais assez frustrée parce que j'ai pas pu travailler, parce que ça c'est mon métier, c'est me mettre à table, écrire, dessiner. Et donc je me suis mise à faire une image, c'était pour un musée en France. Ils m'ont demandé qu'est-ce que tu veux faire dans ce musée. J'ai proposé une image qu'on puisse agrandir en immense et que les enfants puissent colorier. Je pense que chaque personne a une histoire à raconter. Je suis assez fascinée par les flocons de neige qui sont uniques. Il n'y en a pas une qui ressemble à une autre. Et je suis assez fascinée aussi par les empreintes, en me disant qu'il n'y en a pas 2 qui sont pareils. Alors on est quand même énormément de monde sur Terre. Eh bien non, on ne parvient encore à faire quelque chose d'unique. Donc vous êtes tous incroyablement uniques. Donc arrive dans cette image, ce personnage un peu étrange avec des très longs cheveux, assez archaïque, un peu effrayante. Et je me suis dit, je vais peut-être pas la laisser toute seule, je vais placer un enfant à côté. Juste pour montrer aux enfants qu'elle n'est pas si effrayante. Et puis, j'avais vraiment la sensation que c'était le personnage qui me choisissait, c'était le personnage qui avait décidé de devenir un livre. Donc, je fais un poster pour ma maison d'édition qui est Pastel en Belgique. Et elle revient inlassablement. Et j'ai commencé à lire sur la mythologie, j'ai commencé à lire aussi sur les méduses. J'étais un peu fascinée par pourquoi est-ce que ça s'appelle méduse, pourquoi est-ce que l'animal s'appelle méduse. J'ai un amour sans borne pour la nature. Je trouve que, écologiquement parlant, on devrait faire extrêmement attention. Je ne suis pas évidemment la seule à le dire, mais c'est ma façon d'être écologique, c'est de montrer à quel point la nature est incroyable. Alors on va aller passer un moment sous l'eau. Un jour, j'ai écouté à la radio une femme qui s'appelle Jacqueline Goy, qui est une biologiste spécialiste de la méduse. Elle a passé toute sa vie à étudier les méduses. Il y a 10 000 espèces différentes. Elles vivent, comme vous savez, les immeubles avec les étages, il y a certaines qui se croisent jamais. Et la beauté de ces méduses sont incroyablement inspirantes. Et vous allez voir que dans toute l'histoire de l'art, on va retrouver inlassablement ce thème de la méduse. Je me suis intéressée aussi au nombre sacré, comme les choses sont liées les unes aux autres en permanence. Elles sont apparues il y a 650 millions d'années. Donc on pourrait penser que les méduses sont étranges, mais je pense qu'on est un peu plus étrange à leurs yeux de méduses. J'étais aussi un peu fascinée de me dire comment est-ce qu'on représente cette époque qu'on n'a pas vue, avec
les recherches scientifiques, les fossiles. Et alors après, c'est de voir toutes les formes possibles. Dans l'Antiquité, on les appelle les orties de mer parce qu'elles piquent, ou poumons. On ne sait pas très bien si c'est une plante ou si c'est un animal. Je sais qu'il y a un écrivain japonais qui tous les jours allait dans les aquariums juste pour les regarder. C'est un être, on a l'impression que c'est un battement de cœur. Certaines, au plus profondes, sont phosphorescentes. Jacqueline Goix, elle explique la méduse comme si c'était un parapluie. Donc vous avez la coupole, et autour de la coupole, vous avez des yeux, ce que je ne savais pas. Et derrière chaque œil, il y a 2 cellules. Et à partir du moment où elles disent qu'il y a 2 cellules, à partir de ce moment-là, elles disent qu'il y a un cerveau. Donc la méduse se dirige vers la lumière ou vers l'obscurité. Ce qui me fascine, c'est que dans les écoles, on va vous parler de comment est une fleur ou une pomme, et c'est toujours la même forme qu'on vous donne. Or que il y a des tas de formes différentes, et de se dire qu'on peut chaque fois chercher plus loin, s'interroger, que les choses ne sont pas aussi figées. Pour moi, c'est une matière extrêmement inspirante pour travailler la couleur, la composition, le côté un peu épouvante aussi, de travailler avec qu'est-ce que c'est le regard du lecteur. Comment je vais faire pour que ce lecteur soit toujours un peu intrigué, intéressé, et mon travail, c'est de lui donner envie de tourner la page. Les méduses sont carnivores, elles dévorent tout sur son passage. Et il n'y a que quelques espèces, quelques animaux qui la mangent. La tortue, la tortillus. Les oiseaux, le goéland. Ce poisson extrêmement étrange, le mola mola. Le thon. Et cette espèce de limace de mer qui devient comme un petit dragon. Mais avec la pêche extrêmement vorace, avec ces filets qui raclent tout dans le fond, qui prennent que ce qui les intéresse et jettent par-dessus bord ce qui ne les intéresse pas, donc tuent le 3/4 de ce qu'il y a dans les filets. Comme il n'y a plus de prédateurs, ou de moins en moins, certes, des méduses, les méduses envahissent les mers et dévorent tout sur son passage. Donc ne soyez pas étonnés qu'il y ait de plus en plus de méduses. Et Jacqueline Goix, elle parle de soupe de méduses. Il y a eu un maire à Marseille, ou Nice, je ne sais plus, qui proposait de broyer les méduses comme de la soupe. Et Jacqueline Goix expliquait que c'était la dernière chose à faire parce que les méduses se reproduisent à distance. Je ne vais pas vous expliquer la reproduction des méduses. Mais voilà, donc c'est extrêmement intéressant de discuter avec des scientifiques. Il faut savoir qu'en histoire de l'art, quand les choses évoluent, c'est aussi parce que la science évolue. Ça va en binôme. Celle-ci, c'est la seule méduse des 10 000 espèces qui est comestible. Vous voulez la recette? Alors, vous achetez la méduse sous cellophane au marché. Vous la rincez abondamment. Vous la dessalez. Vous la coupez en fines tranches. Vous la mélangez avec du blanc de poulet cuit, des concombres,
Vous ajoutez de l'huile, du soya, du vinaigre, des épices que vous aimez. Et j'en ai mangé et ça n'a aucun goût. Ce serait pratique si on pouvait les manger, ça solutionnerait la faim dans le monde, mais et on dit qu'on boit la méduse, parce que la méduse elle est composée de 98% d'eau. Je fais un petit rappel, nous on est composé de 65% d'eau. Donc on ne dit pas qu'on mange la méduse, mais on la boit. Après, j'ai été complètement émerveillée par... je me suis dit, il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, il fallait nommer les choses. Et certains scientifiques ont trouvé des noms, soit liés à la mythologie, et on va en venir, on y arrive, mais danseur espagnol, pourquoi pas. Quand j'étais petite, mon père avait une très belle encyclopédie. Et j'ai passé des heures à regarder cette encyclopédie, à regarder les formes, les couleurs. Et ça, c'est une grande source dans mon travail. C'est pas forcément visible quand vous regardez le livre. Les histoires, elles m'intéressent quand elles sont comme des icebergs. Vous avez la partie visible et puis il y a tout ce qui se passe en dessous. Et c'est ça qui est tellement beau quand on lit aux enfants, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues. Et d'avoir cette curiosité ou ce respect de dire « Ah, et toi, t'as vu quoi ?» sans poser vous-même votre jugement, sans dire que c'est ça que vous devez comprendre, c'est ça que vous devez voir. Moi, je passe beaucoup de temps avec les enfants dans les ateliers, ils me posent toute une série de questions, je les renvoie toujours à eux. Je leur dis, et c'est bizarre, mais je sais pas, j'invente, est-ce qu'une sirène, ça existe? Et toi, tu penses quoi? Et puis on va dans un dialogue, et on va chercher. Parce que finalement, c'est quoi la réalité? C'est quoi le vrai du faux? Si c'est juste votre connaissance ou votre tête, vous êtes un peu mal barré. Voici un scientifique suédois, Linné, c'est le premier qui va faire cette grande classification. C'était un peu le grand désordre avant. Et donc il va classer la méduse, et c'est lui qui va lui donner ce nom à cet animal, plante, un sophi, qui ne sait pas très bien ce que c'est. Après, ça m'a incroyablement intéressé, ces scientifiques, Ernst Haeckel, qui est ce Allemand, biologiste, écologiste, qui va faire ces dessins incroyables des méduses. Alors, je me suis dit, mais comment ils font pour les voir? Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas collectionner, on peut bien sûr les mettre dans un aquarium, mais il y a 10 000 espèces différentes. Tout ça sans Photoshop, bien sûr. Et Jacques Lingois parlait de ce monsieur-là, Charles-Alexandre Le Sueur, qui a fait une 60aine d'aquarelles. Il y avait une exposition au Havre. J'ai pris ma voiture de Bruxelles, j'ai roulé pendant 4 heures pour aller voir cette exposition. Et complètement médusée face à ces aquarelles. C'est incroyablement précis. D'ailleurs, à l'exposition, ils vous donnent des petites loupes pour les regarder de très 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 près. J'étais complètement fascinée d'avoir cette sensation que cette chose flotte. Ça c'est bon, ça c'est le dessin et le côté art plastique, mais des fois certaines personnes font un dessin et cette chose tombe. Et je ne sais pas vous expliquer pourquoi cette chose tombe. Et des fois on n'a pas du tout l'impression que ça tombe. Donc la grande chance des enfants, c'est que quand ils se mettent à dessiner, ils sont là, ils sont incroyablement là. Et après on perd ça, on perd cette aptitude. Certaines personnes parviennent à la garder, mais d'autres le perdent complètement. Par le jugement de l'école, les parents, la société, blablabla. Je suis pas là pour faire un débat là-dessus. Mais ça prend énormément de temps pour retrouver cette chose qui fait que vous êtes présent dans votre manière de dessiner, dans votre manière d'être, d'écouter, de bouger.
Et alors, ce qui est génial, c'est que quand vous travaillez sur un thème, vous vous mettez à voir plein de liens entre beaucoup de choses et vous commencez à collectionner des informations. Je suis allée au Japon 2 fois et mon amie japonaise m'a traduit le mot méduse. Donc ça vient de l'écriture kanji. La première partie, c'est de l'eau et la deuxième partie, c'est maman. Alors je dis, ça alors, moi qui fais une histoire sur Mère Méduse, pourquoi est-ce qu'en kanji on décide qu'il y a une partie qui représente la mer? Donc je lui pose la question et elle m'explique que dans les eaux près de la Chine, on a cette espèce de méduse qui porte un petit crustacé et les Chinois trouvent ça tellement mignon qu'ils disent ah ça c'est une maman et son petit. Et donc c'est toujours cette histoire de projection. Dans le ciel, il y a une constellation nébuleuse, Médusa. Donc on trouve des méduses sous l'eau, on trouve des méduses dans le ciel. Voilà. Et maintenant, je vais vous raconter la mythologie Méduse. J'étais assez fascinée par ce personnage. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais de l'empathie pour elle. Elle est effrayante, elle est monstrueuse. Et j'ai commencé à lire, et donc ses parents, c'est Phorcys et Céto, eux-mêmes qui sont des descendants de Gaïa et de Pontos. Phorcys et Céto vont avoir 3 filles. Ils vont avoir Méduse, ils vont avoir Euriel et Sténo. Et Méduse, ça veut dire, en grec, ça veut dire commander, régner. Je suis une grande fan de cet artiste John Bauer, qui est un Suédois. J'aime énormément le folklore, parce que ça fait partie de notre histoire. Quand je fais des ateliers avec des illustrateurs, des jeunes illustrateurs, je leur propose d'aller chercher un peu les légendes du coin et de l'allier avec ce qu'il y a aujourd'hui, de faire une espèce de mélange. D'ailleurs, le mot folklore, ça veut dire la sagesse du peuple. Alors, je pense que le fait d'avoir vu toute une série d'images enfants, ça s'est resté imprégné quelque part, et puis ça ressort. Quand j'ai revu ces images, j'ai pas décidé que ma Méduse soit proche de ce personnage-là. Mais j'étais complètement émerveillée par la tension, la façon dont les personnages sont placés. Avant Méduse, Sténo et Euriel, il y a 3 autres sœurs très bizarres. Je me demande si ce n'est pas mes préférées. Elles sont nées vieilles, toutes ridées, toutes blanches. Elles partagent un œil à 3 et elles partagent une dent. Je me dis ça alors. Et j'ai essayé d'imaginer ce qu'elles pouvaient bien faire dans leur grotte, maison, je ne sais pas trop quoi. Je me suis imaginé qu'elles claquaient des choses. Peut-être qu'un jour je vais faire une histoire sur ces 3 femmes. Incroyable. Donc voici Méduse. Avant d'être transformée, c'était une femme extrêmement belle. Elle avait des très longs cheveux, couleur d'or. Et elle va travailler pour la déesse Athéna. Méduse va devenir prêtresse. Elle doit être une vierge. Et elle va travailler dans le temple d'Athéna. Voici Méduse avant sa transformation. Et l'oncle d'Athéna, Poséidon, pour des histoires de conflits entre familles, comme on a énormément dans ces histoires-là, il décide de se venger d'Athéna et il décide de séduire Méduse. Alors il y a 2 versions. Il y a la version séduction et puis il y a la version viol. Et je trouvais cette notion de viol assez intéressante. Il faut savoir qu'une femme sur 4 se fait violer dans le monde. Et voilà, qu'est-ce que c'est ces femmes qui ont des enfants? Qu'est-ce que c'est cette histoire de... Comment on fait? Dans l'histoire de l'art, on va avoir tous ces peintres
qui vont parler de ce personnage effrayant, à la fois séductrice, castratrice. Quelqu'un m'a signalé que le personnage de Kirikou dans La Sorcière et la sorcière lui faisait penser à ce personnage de Méduse. Pas de mon histoire, mais de la mythologie. Dans toutes les écoles que j'ai fait pendant 20 ans, on repère des enfants qui sont maltraités. On repère, on ne sait pas à quelle mesure. Bon, je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue, mais je ne peux m'empêcher de percevoir des choses. Je me dis, mais on fait comment en fait de grandir, on fait comment pour trouver sa place. Percé, pour trouver l'adresse où se trouvait Méduse, a volé l'œil des 3 sœurs Grey, vous me suivez, et parvient à trouver l'endroit et de trancher la tête de Méduse. De sa tête va naître 2 enfants. Il va y avoir Chrysaor, un guerrier, et l'autre, un peu plus particulier, c'est le cheval Pégase. Je ne sais pas ce qu'ils ont fumé à l'époque, mais ça devait être fort. Et souvent je dis aux enfants, il en existe encore des chevaux Pégase, des chevaux ailés. Après, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'en fait, la tête de Méduse, une fois coupée, elle est encore opérationnelle. Donc, Athéna le pose sur son bouclier et quiconque croise son regard se transforme en pierre. On pourrait aussi penser, si je vais un peu plus loin, ou si j'explore, on pourrait aussi penser que quelqu'un qui est extrêmement abîmé ne puisse pas aimer à son tour. Je fais des raccourcis, mais je trouve ça assez intéressant. C'est le tout premier dessin que j'ai fait de Mère Méduse avec sa petite fille. Et cette petite fille va avoir ce petit chapeau sur sa tête. Donc on ne sait pas si elle est comme Méduse. Et j'étais complètement intéressée de faire cette relation. Beaucoup de femmes m'ont approchée en disant « Moi, je suis complètement Mère Méduse, je ne sais pas comment me détacher. » Il y a toujours cette histoire de peur qu'il arrive quelque chose à votre enfant. Et voilà, donc c'est des... Après, je ne dis pas que mon livre est comme un médicament, quelle horreur. Et je pense que c'est la liberté de chacun de décider si c'est bon pour lui ou pas. J'ai appelé cette petite fille Irisée. Dans le livre, la mère dit « Je serai ton coquillage et tu serais ma perle ». Donc le coquillage est à la fois extrêmement beau, il protège, mais il surprotège aussi. Donc qu'est-ce que c'est d'être mère? Qu'est-ce que c'est d'être avec un enfant? C'est de pouvoir à la fois lui laisser la place et à la fois de dire « Je suis là, je suis là pour toi ». Je vais vous parler un tout petit peu de couleur. Je suis complètement passionnée par la couleur. Je me suis rendu compte que la couleur, c'était comme de la musique pour moi. Si vous enlevez une note, la musique se transforme. J'ai dessiné des rochers, des pierres. Moi, ma famille, une partie de ma famille vient de la côte ouest de Suède. Et c'est rempli de ces cailloux comme si c'était lavé par la glace.
et complètement poli. Et dans chaque pierre, il y a des reflets colorés. Je me suis évidemment intéressée à Edvard Munch. Comment est-ce qu'on traduit ce qui est en face de soi? Comment est-ce qu'on s'approprie de cette chose qui est là? Bien sûr qu'il y a l'appareil photo, on réfléchit plus, on met, et voilà, c'est bon. Mais si on prend un peu plus de temps, si on regarde longtemps, c'est David Hockney qui dit ça. Il dit, quand il est face au canyon, il le regarde, il ne prend pas de photos, pendant 6 heures, il va regarder, il va absorber. Et une fois qu'il rentre dans son atelier, il voit ce qu'il a absorbé. Et ça m'a beaucoup intéressée. Qu'est-ce que c'est regarder quelque chose? Je trouvais ça extrêmement beau de dire si tu mets une couleur foncée, une couleur claire, une couleur opposée, et de construire les choses au fur et à mesure. Après, je me suis intéressée aux cheveux. J'ai pensé à cette chose qui fait qu'il y a l'histoire, les traces, la mémoire, le souvenir. Parfois, on coupe les cheveux pour se débarrasser de je ne sais trop quoi. Marie-Madeleine. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir les cheveux lâchés? Qu'est-ce que ça veut dire d'être libre, pas libre, de voir les modes à travers les époques? Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. C'est un très 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 beau livre qui s'appelle Lettres à sa fille de Calamity Jane. Je vous conseille de le lire, c'est très très beau. Aujourd'hui, on n'est pas sûr que ce soit vraiment elle qui a écrit les textes, les lettres, mais qu'importe, c'est quand même extrêmement beau. Donc on parle d'une femme à l'âge de 14 ans qui a dû être prostituée parce qu'il y avait très peu de possibilités de travail pour ces femmes. Donc on était soit la femme de quelqu'un, la fille de quelqu'un, institutrice, servante, et s'il n'y avait pas plus, prostituée. Donc c'était la case de cette femme-là. Et cette femme a eu 2 enfants. Et son grand rêve, c'était juste d'être une bonne mère, d'avoir un mari, un foyer. Et j'ai en permanence dans les livres de Mère Méduse, je me suis posé, mais c'est quoi en fait d'avoir une mère un peu fracassée, schizophrène, folle, droguée, alcoolique, dépressive, on fait quoi? Ces gens-là, ils sont avec nous et on est responsable. C'est pas juste de dire cette chose encombrante, je la mets un peu plus loin. Et je me dis que c'est nouveau cette histoire d'iceberg, c'est-à-dire que je propose des facettes du diamant et l'enfant peut prendre la partie qui l'intéresse. Les choses ne sont pas aussi linéaires. Et j'aimais aussi dans cette histoire de me dire que Érisée se sentait incroyablement en sécurité aussi. Donc, quelle est cette part d'étouffement et de non-étouffement? Quelle est la frontière? Ça, c'est juste le storyboard où on voit la façon de travailler, comment les images avancent, comment on travaille sur le rythme, comment on travaille le texte. Et si ça vous intéresse un peu plus, il y a un livre qui a été publié, qui s'appelle Conversation avec Kitty Krauser, écrite par une femme qui s'appelle Véronique Anderson. Et c'était la possibilité pour moi de parler de énormément de livres, parce que ça fait 23 ans que je travaille. Donc voilà, si vous avez envie, en bibliothèque,
en librairie. Et donc voilà. Merci de votre écoute. Une réaction? Oui. Alors, merci beaucoup pour votre exposé. Moi, je n'ai pas vraiment une question pour vous, mais j'aimerais vous remercier pour votre calme et pour votre état de présence. Dans notre profession, il y a beaucoup de gens qui s'excitent. Et puis là, vous avez su utiliser le langage de récit de manière très simple, avec une douceur. Et voilà, c'était magnifique. Évidemment, les comparaisons avec la mythologie grecque, quand on travaille dans l'éducation, on est toujours en plein dedans. L'illustration, cette forme de langage également. Donc, moi, j'ai juste envie de vous dire merci. Comme personne ne levait la main pour des questions, je me permets de monopoliser la parole pour vous remercier. Je prends que les compliments maintenant, je suis désolée. Je me suis habituée. Merci aussi. Je rebondis, en fait, c'est pas une question, mais c'est juste que ce qui m'a vraiment aussi interpellé, c'est la façon. En fait, c'est pas le résultat qui compte. Effectivement, c'est pas toujours le résultat qui compte. Et je pense qu'il faut tous aussi l'avoir dans un coin de notre tête, le garder. Et aussi le véhiculer aux enfants. Parce qu'on est beaucoup dans une société où il y a beaucoup l'image, le résultat, le meilleur. Et effectivement, en fait, vous nous avez présenté les images de votre livre au début, mais ensuite, il y a eu tout ce processus qui a fait que vous en êtes arrivé là. Et c'est tout aussi intéressant et enrichissant, voire plus. Donc voilà, je voulais juste souligner ça. C'est quoi la question? Si, il n'y en avait pas. C'était pas une question. Je voulais réagir et bondir là-dessus. C'est que, forcément, comme je suis maman de 2 garçons, la scolarité, l'école, c'est pas le débat, mais je suis pas tout à fait d'accord à la façon dont ça fonctionne, mais ça, c'est une autre histoire. Je me suis rendu compte qu'il y avait des intelligences intuitives, globales. On pourrait éventuellement parler de cerveau gauche, cerveau droit. Il y a un très beau livre qui s'appelle Dessiner grâce au cerveau droit. Avec, il n'y a pas, comment dire, c'est comme si on proposait une boîte dans la scolarité, avec quelques possibilités que ce soit un petit peu différent. Mais il y a tellement de façons d'intelligence et d'intuition différentes que du coup, la façon dont ça réfléchit, j'essaie toujours qu'il y a de la place pour tout, que tout puisse être possible. Alors, moi, en écoutant le récit et la présentation, je me suis... Vous pouvez lever la main, je vous vois pas. Ah, voilà. Je me suis tout de suite dit que, oh là là, mais cette mère, elle est envahissante. Et après, je m'attendais peut-être à ce qu'on fasse un lien avec l'éducatrice. Est-ce que l'éducatrice aussi, on pourra parler d'une éducatrice méduse? Ou est-ce qu'en termes de... Est-ce que cela apporte quelque chose entre la relation enfant et éducatrice? Je ne sais pas, dans ce sens. Oui, je parle. Oui.
C'est une question par rapport à votre travail, par rapport à des enfants que vous sentez qui ont une espèce de mainmise un peu trop forte. C'est ça votre question? De comment agir face à ces enfants-là? En fait, en quelque sorte, oui, mais est-ce que l'image qui nous est proposée comme dans l'histoire de Mère Méduse, est-ce qu'on peut la transposer? Est-ce que l'éducatrice, elle peut être comme ça aussi vis-à-vis de l'enfant? Êtes-vous une éducatrice Méduse? Ouais. Ben, voilà, moi je ne suis pas une spécialiste. Je vais rester à ma place humble et me dire que je suis quelqu'un qui raconte des histoires et qui dessine. Après, on me demande de plus en plus de prendre la parole sur l'éducation, sur... J'aime énormément l'écoute. Écouter l'enfant, regarder l'enfant. Pas dans le sens que vous pouvez... comment dire? C'est comme quand on écoute quelque chose et vous pensez qu'est-ce que je vais dire après? C'est plutôt recevoir, laisser de la place et d'avoir la curiosité de dire ben, où est-ce que ça va. Je ne sais pas si c'est clair, mais je suis allée en Chine. J'étais absolument effrayée parce que j'ai donné un atelier à 40 enfants. Chaque enfant avait sa mère qui était là, il y avait un papa, alléluia, et chaque mère avait son appareil photo et filmait son enfant. Et pendant 1 heure. Hein. Donc je me dis, waouh, le syndrome hélicoptère, il est pas mal. Donc là, on arrive, sans parler des réseaux sociaux, filmés, photographiés, adulés. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner, ça? Être le star de sa vie, ou le star de son foyer. On doit, je pense, régulièrement ramener au groupe. C'est pour ça que j'aime les temps de parole en groupe, à la fois individuels, mais partager des moments ensemble. Toujours faire le lien entre chaque enfant qui est là. Je trouve que c'était très beau quand je suis arrivée ici, j'ai vu des tas de corps, des énormes liens. C'est rappeler que vous êtes tous responsables, tous liés, tous ensemble. Et chaque fois que je donne des ateliers, j'insiste sur cette notion. Parfois même celui qui filme, j'ai envie de dire tu viens avec nous aussi. C'est-à-dire qu'on est là et c'est pas un hasard et on travaille ensemble. Lui, il est lié aussi, il est là, il est responsable. Merci de nettoyer la salle, c'est extrêmement gentil. Plaisir. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a une question à poser? C'est moi. Encore 2. Les autres, tant pis. Alors, ma question, c'est quand vous citez le livre de lettres à sa fille, je voudrais juste savoir, plutôt en regard de monsieur, pédopsychiatrique, par rapport à ça, quoi faire avec un enfant qui grandit dans un foyer, lequel c'est un foyer un peu perturbé par une mère alcoolique, etc. Je pense que c'est quelque chose qui vous a questionné et puis qui, comme professionnel, me questionne aussi. Il y a une question un peu parallèle, avec monsieur qui est chercheur et littéraire, et puis vous qui êtes artiste. Je vais parler là. Voilà, ouais. Alors donc, si je comprends bien la question, c'est que vous aimeriez savoir quand il y a des situations plus problématiques, plus pathologiques dans le lien. C'est ça? Alors, parce que moi j'ai une question, donc j'ai pas une réponse. Est-ce que je vous pose déjà ma question? Est-ce que c'est lié à... Non. Alors vous devez, par politesse, répondre à ma question. Un peu. On ne peut pas balayer. Alors peut-être... On peut pas. On ne peut pas balayer la question. Non. Écoutez, je pose quand même ma question. Peut-être que ça va amener une réponse. Peut-être que ça va amener une réponse. Je ne sais pas. Juste avant.
Je pose ma question. Voilà. Je connais votre livre, je l'ai déjà lu, La Méduse. Mon épouse, qui est aussi spécialiste des livres d'enfants, a aussi lu le livre. On l'a commenté encore avant-hier soir à table. Et puis on avait deux hypothèses sur peut-être une compréhension de votre livre. Chacun fait son histoire, hein, vous l'avez montré, et c'est bien que vous ayez montré les images sans mettre de texte, parce que chacun construit son histoire. Et alors, mon épouse me disait, bon, ce qu'elle veut dire, alors peut-être c'est pas bien de dire ce qu'elle veut dire, mais enfin, ce qu'elle veut dire, c'est que cette mère Méduse, envahissante peut-être, hein, finalement, elle donne suffisamment de sécurité pour que cet enfant, à l'école, ensuite s'ouvre au monde extérieur. Elle m'a dit, mais dans ta théorie de l'attachement, là, on peut dire que c'est une mère sécure, une mère qui encourage la sécurité. Et puis moi, je lui disais, mais non, c'est notre histoire. L'histoire que je vois moi, c'est l'histoire, non pas de l'influence d'un parent sur son enfant, mais de l'influence d'un enfant sur son parent. Parce que dans votre dernière image, qu'est-ce qu'on voit? On voit la Méduse qui a les cheveux courts. Alors, c'est l'enfant, par le fait qu'il est allé dans ce monde extérieur où les gens ont des cheveux courts, qui a influencé sa mère. Alors, je ne sais pas. Voilà. Qui a raison? Ma femme ou moi? Donc, C'est ta femme, bien sûr. comme d'habitude. Comme d'habitude. Je voudrais pas responsable d'un divorce. En fait, vous avez tous les deux raison. Excellent, merci. Mais pour rebondir, il y a, je me souviens plus le nom de cette histoire, mais cette histoire de, c'est un conte. C'est une femme qui a des très très longs cheveux. Je vais arriver à la réponse. C'est une femme qui a des très très longs cheveux. Elle est avec son mari. Ils sont très pauvres tous les deux et ils veulent offrir un très beau cadeau à Noël. L'épouse va en secret chez un coiffeur et se couper sa magnifique chevelure pour pouvoir acheter cette magnifique chaîne en or pour attacher cette gourmette, cette montre, puisqu'à l'époque, il y a 100 ans, c'était important d'avoir une montre, ça montrait qu'on gérait le temps. On avait une position un peu importante. Je ne regarde pas. Et séance, je vais. Et donc elle coupe ses cheveux, elle achète cette chaîne en or, elle attend impatiemment Noël, elle est face à son mari, ils échangent leurs cadeaux, et lui, il a vendu sa montre pour acheter un magnifique peigne pour l'attacher à sa magnifique chevelure. Donc, au début, quand j'ai lu ça, quand j'avais 7-8 ans, j'ai trouvé ça atroce. Je me dis, elle ne peut pas les attacher, elle ne peut pas l'utiliser. Après, c'est quoi le soin? C'est quoi l'amour? C'est quoi le don de soi? C'est quoi le sacrifice? Donc, Méduse accepte de se détacher de cette chose qui fait partie d'elle, mais en même temps laisse la possibilité à l'enfant de trouver sa place. Il faut savoir que les cheveux repoussent, donc c'est un sacrifice ou pas sacrifice. Donc j'ai trouvé ça, cette notion-là, super intéressante. Après, avec mes enfants, je leur disais, je ne suis pas née mère, c'est vous qui me faites mère. Je ne suis pas l'éducatrice ou éducateur, c'est vous qui me faites éducateur. C'est d'avoir cette conscience de se dire que vous êtes face à des maîtres. Il faut savoir que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je parle avec énormément de professeurs. Ma grand-mère était une pédagogue extraordinaire et face à l'autorité, face à l'haut respect, je pense que les enfants ne supportent pas l'injustice. Ça, c'est une chose qui ne passe pas. Et c'est de dire que vous avez à apprendre des choses des enfants. Je ne sais pas si je réponds. Pour moi, merci. Maintenant, je ne sais pas, madame.